Comment progresser dans la pratique ? En ayant 3 principaux facteurs ou qualités qui vont faire que si on les garde avec nous, on ne retombera pas. Le premier facteur, c'est d'avoir son palais de cristal brisé. Ça illustre la renonciation, le fait d'en avoir assez, être fed up. Deuxièmement, c'est d'avoir l'élément de confiance. Et c'est une confiance qui est basée sur le fait de voir par soi-même. Et troisièmement, c'est le fait d'étudier constamment son propre esprit. Donc premièrement, le facteur de la renonciation. On utilise l'image du palais de cristal brisé parce que c'est assez évident que c'est quelque chose d'énorme dans lequel on a mis tellement d'efforts à construire et à bâtir, mais avec un matériel si fragile que le cristal qui va forcément s'effondrer. Donc en fait, ce palais de cristal, ça représente tous les rêves ou espoirs, aspirations et désirs après desquels on court encore et encore. À chaque fois qu'il s'effondre, on en reconstruit un nouveau et encore et encore. Et on fait ça durant toute la vie, durant plusieurs vies. Et le problème là-dedans, c'est que on veut pas voir, on veut pas comprendre que la nature des choses, c'est de disparaître. Alors certes, dans plus ou moins longtemps, selon le matériel qu'on utilise, mais ça va finir par disparaître. Rien n'est permanent. On peut prendre l'exemple des enfants qui vont construire des châteaux de sable au bord de la mer. Alors moi-même, je m'en souviens, c'était un de mes jeux favoris quand j'étais enfant. J'y mettais tellement d'énergie et tellement d'efforts. Je voulais que le château soit beau, alors j'allais récolter des pierres et des coquillages sur le bord de la plage, ceux que je trouvais les plus jolis, avec les plus belles couleurs. Je les mettais autour du château, puis j'allais chercher des algues, et les algues, ça faisait comme la pelouse dans le château. Et puis je construisais une douve autour, comme ça l'eau pouvait faire le contour du château. Et alors là, si je trouvais des plumes d'oiseaux, je pouvais en mettre sur chaque créneau autour et un sur le dessus, et ça faisait office de drapeau. Mais c'est ça, à un moment, la mer finit par monter et les vagues finissent par venir emporter le château. Et alors là, c'est un vrai désespoir de voir son château emporté par les vagues. On se sent tellement triste, on a mis tellement d'efforts à construire ça, pour rien. Et le pire, pour aller un peu plus loin, c'est que on finit par s'habituer, on finit par accepter que ces châteaux de sable vont s'effondrer. Ça, quand on grandit, qu'on est toujours enfant, mais par exemple qu'on a 10 ans, on sait que le château va se faire emporter par les vagues. On sait qu'il va être détruit, mais on continue d'en bâtir parce que ça nous fait plaisir. Et en fait, c'est la même chose dans la vie. Tout ce qu'on essaie de bâtir autour de nous, ça va finir par disparaître dans plus ou moins longtemps. Tous les efforts qu'on va faire pour bâtir une relation de couple, pour construire une famille, pour avoir plus d'argent possible, tout ça, ça va finir par ne plus exister à un moment. Et chacun de nous, on a des désirs pour lesquels on va. Ça peut être des désirs de pouvoir, d'amour, de célébrité, d'argent, de famille, de voyage, de santé aussi. Et en fait, on fait de chacun de ces désirs un refuge. Ça devient une zone de confort. Et le problème avec ces zones de confort, c'est qu'elles sont à l'extérieur de nous. Et à partir du moment où c'est quelque chose d'extérieur, alors c'est voué à disparaître. Quelqu'un de sage va comprendre que ces palais de cristal sont voués à s'effondrer. Alors ça peut être par expérience, malheureusement si la personne a vécu une tragédie, qu'elle a perdu sa famille ou sa maison, ça fait réaliser que ces refuges à l'extérieur apportent tellement de souffrance quand ils n'existent plus. Ou alors ça peut être par sagesse. Mais là, la sagesse est nécessaire quand même pour voir que les palais de cristal vont s'effondrer et d'en avoir assez. Parce que c'est comme l'exemple avec les enfants qui vont continuer à construire des châteaux de sable alors qu'ils savent qu'ils vont se faire emporter par la mer. C'est la même chose pour nous. Par exemple, si j'ai un problème dans mon travail, je vais démissionner et aller chercher un autre lieu de travail. Si j'ai un problème dans ma relation de couple et qu'on s'arrête là, je vais essayer de retrouver quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, la sagesse, elle est nécessaire pour comprendre que le bonheur qui est trouvé dans un palais de cristal ne vaut pas la souffrance et la peine de le perdre. La personne sage, elle va voir ça. Elle va en avoir assez. Elle n'aura plus de plan B ou d'espoir de revenir à ses rêves. Et à ce moment-là, son seul refuge, ça devient Dhamma.
Ça devient son propre esprit lorsque son esprit est son ami. Le deuxième facteur de progrès, c'est l'élément de confiance. C'est une confiance qui est basée sur le fait de voir par soi-même, dans Dhamma. C'est donc bien différent que d'avoir une confiance aveugle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le Bouddha donne un enseignement sur le fait de ne pas développer de confiance aveugle envers plusieurs éléments, comme par exemple le professeur, ou alors de juger juste par l'apparence, ou alors juste parce qu'on a l'habitude. Tout ça est expliqué dans le Kalama Sutta. Pour illustrer le fait d'avoir une confiance basée sur ses propres expériences, on peut prendre l'exemple de se rendre à Montréal, ou dans n'importe quelle grande ville. Si on ne connaît pas le chemin, il faut qu'on se le fasse dire. Il y a quelqu'un qui va nous expliquer quel chemin prendre, et on va décider de l'écouter et de le suivre. Et en fait, plus on avance, plus on se rapproche de Montréal, on verra des panneaux d'indication qui nous diront « Oh, Montréal est dans 60 km ». C'est déjà un premier élément qui m'indique que je suis sur la bonne route, et que Montréal existe. Alors je vais continuer d'avancer. Et là, je vais voir un autre panneau. « Oh, Montréal est dans 40 km ». Ok, super, je progresse, j'avance. Et comme ces panneaux d'indication, je les vois par moi-même, ma confiance est donc renforcée. C'est pas comme si le guide disait « Si, continue par là, tu vas voir, Montréal c'est au bout du chemin », mais que je vois aucun signe d'indication, que je vois pas de panneau. Là, ça peut porter à confusion. Mais non, ces panneaux-là, je les vois par moi-même. Ça me donne donc confiance dans le fait de continuer dans cette voie. Donc en fait, l'analogie, c'est comme si Montréal, c'était le but à atteindre avec les enseignements de Dhamma. Et donc, plus on progresse dans cette voie, plus on voit des éléments qui nous montrent que c'est vrai, plus on a confiance, alors ça fait que Dhamma, ça reste pas une théorie. Ça reste pas des textes en pali qu'on va réciter sans comprendre ce qu'on dit. Ça reste pas des mots qu'un professeur nous dit sans qu'on les comprenne. Ça nous appartient. C'est notre propre expérience. Donc en fait, d'avoir ces deux premiers facteurs qui sont d'en avoir assez et d'avoir confiance, le but devient très clair. Le but dans la pratique et la détermination deviennent très forts pour atteindre l'objectif des enseignements du Bouddha. Finalement, le troisième facteur de progrès, c'est d'avoir pour seul intérêt l'observation de son propre esprit. C'est-à-dire d'avoir pour seul intérêt de travailler à l'intérieur de soi-même pour se corriger et enlever les kilesa. Toute notre énergie est dirigée à l'intérieur, pour purifier l'esprit. Pour illustrer ça, on a un exemple magnifique qui nous est donné par une poule couveuse. Une poule, lorsqu'elle a décidé de couver ses œufs, elle va y rester. Ses œufs deviennent son obsession, son seul centre d'intérêt. Elle aura plus la motivation d'aller picorer avec ses amis. Elle aura plus la motivation d'aller s'épouiller, même d'aller manger et boire. Et ça, manger et boire, si jamais elle le fait et qu'elle quitte son nid, elle le fait en rush. Elle se dépêche afin de revenir aussi rapidement que possible sur ses œufs. Et ce qui est vraiment beau aussi avec une poule couveuse, c'est qu'elle ne sait pas quand est-ce que ses œufs vont éclore. Nous, de l'extérieur, on sait que ça va lui prendre 21 jours de détermination. Mais elle, la poule, elle en sait rien. Elle couve, jusqu'à ce qu'elle ait des poussins. C'est la même chose dans Dhamma, c'est la même chose quand on veut observer son propre esprit. On le fait sans cesse, sans interruption. Ça devient notre seul centre d'intérêt. Et tout comme la poule couveuse, on ne sait pas quand est-ce qu'on va réussir à voir la vérité. Mais on continue à mettre les efforts, encore et encore. Donc en fait, quelqu'un qui médite va vouloir garder son esprit sous observation. Il va pas vouloir tomber dans tous les sujets qui existent à l'extérieur. Il va pas vouloir être absorbé par n'importe quel sujet. Quelqu'un qui médite va pouvoir aussi avoir une conversation, il va pouvoir travailler. Mais son but reste le même, c'est d'observer son propre esprit. Donc à chaque instant, à chaque moment qu'il peut le faire, il va revenir à l'intérieur de lui-même. Il va revenir voir qu'est-ce qui se passe dans mon esprit. Et il y a beaucoup de moments dans la journée aussi où on peut faire ça. Des moments où il ne se passe pas grand-chose. Par exemple, quand on se déplace d'un point A à un point B, qu'on va pour aller aux toilettes, qu'on va pour aller prendre la voiture, là c'est le moment d'observer son esprit, ou d'observer l'intention des mouvements. Chaque moment de la journée devient un moment pour méditer.
pour regarder à l'intérieur de soi-même. Donc en conclusion, avec ces 3 points, ces 3 facteurs, c'est normal de progresser rapidement et de se développer dans Dhamma. Pour rappel de ces 3 qualités ou facteurs, ce sont premièrement d'avoir le palais de cristal brisé, d'être fed up. Deuxièmement, de développer une confiance qui est basée sur ses propres expériences. Et troisièmement, de garder son esprit sous observation et d'avoir cela comme seul intérêt. Donc finalement, plus il y a de corrections à l'intérieur de nous-mêmes, plus la sagesse va se développer.